Merci beaucoup. Dans l'actualité de la semaine, il y a donc ces arbres qu'on abat et aussi les bombes qui tombent. Depuis que Donald Trump est sorti de l'accord nucléaire avec l'Iran, ça se canarde entre Israël et Iran. Et d'aucuns prédisent que le conflit armé pourrait se généraliser. Le très sérieux journal flamand de Standard titrait avant-hier « Pas encore de troisième guerre mondiale », comme si l'éventualité d'un conflit existait. Pour rappel, cet accord nucléaire avec l'Iran prévoyait deux choses. 1. L'Iran s'engageait à ne pas développer de bombes nucléaires. 2. En échange, les pays signataires, c'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Chine et la Russie, levaient toutes les sanctions commerciales contre l'Iran. Sauf que Donald Trump a mis l'accord au bac. C'est une simple signature pour Donald Trump. Ceci rendra l'Amérique beaucoup plus sûre. Et à 10 000 km de là, un symbole s'enflamme. Le drapeau américain part en fumée au beau milieu du Parlement iranien. Mort à l'Amérique, crient les députés. Le président Rouhani parle aujourd'hui d'une guerre psychologique et espère continuer néanmoins avec les autres signataires de l'accord. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont décidé de conserver cet accord. Voilà, nous allons commencer par une chaise vide car nous attendons, mais dans quelques secondes, non pas Donald Trump comme le dit Christophe, presque Christophe, James O'Neill qui est le représentant officiel de Donald Trump, avocat d'affaires et président du Parti républicain au Grand-Duché de Luxembourg qui fait le déplacement spécialement pour nous. Merci à lui. Il arrive vraiment dans quelques secondes. Bonjour Daria Safai, vous êtes iranienne d'origine, aujourd'hui belge bien sûr, opposée au régime actuel à Téhéran. Vous avez fui l'Iran d'ailleurs il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, vous êtes dentiste à Wemel et membre de la NVA. Vous comprenez le nom américain, vous nous expliquerez pourquoi. Bienvenue Christine Defraigne, présidente du Sénat pour le mouvement réformateur liégeoise. Comme chacun sait, vous représentez le gouvernement belge qui déplore cette décision américaine. Et il y a 2 ans, vous étiez d'ailleurs vous-même en Iran. Je salue Roberto De Primis, spécialiste en relations internationales, vous aussi liégeois d'origine. J'accueille encore Kian Gossen, ce belgo-iranien. Vous mettez en rapport les entreprises belges et iraniennes. Je regarde au loin, je regarde Monsieur O'Neill qui arrive, j'espère qu'il est équipé. Monsieur O'Neill, écoutez bien ma question, puisque je vais vous demander de me dire dès que vous arrivez, vous pouvez d'ailleurs même parler en marchant, est-ce que je vais faire ça? C'est un peu dur quand même. Allez, je vais commencer avec vous alors, Madame Safai. Madame Safai, c'est vrai que vous ne vous prononcez pas sur l'accord, sur le nom américain en tant que tel, vous laissez ça à d'autres, vous êtes membre de la NVA, dont le parti est au gouvernement fédéral, donc c'est un souci. Mais est-ce que pour vous, aujourd'hui, un des gros problèmes, c'est que l'Iran est, malgré l'accord, en train de travailler à fabriquer ou à développer une bombe nucléaire alors que c'est interdit? En fait, ce n'est pas ça exactement. C'est que l'Iran, dans le contrat actuel, c'est que dans 7 ans, il peut commencer encore avec les centrifuges et les activités nucléaires. Parce que l'accord donc, nucléaire, c'était de 2015 à 2025. Après, exactement. Et c'était juste poser le problème, pas résoudre le problème. Et sachant que vraiment avoir une arme nucléaire après commencer l'activité, ça peut vraiment aller très vite dans quelques mois. Et comme je connais République islamique, exactement. Je sais qu'ils ont l'ambition. Qu'ils continuent en tout cas à étudier la question malgré l'accord. Monsieur O'Neill, merci de nous avoir rejoints. Et c'est un peu au débeauté que vous êtes venu, car vous nous avez seulement dit hier soir que vous étiez d'accord. Pour être tout à fait clair, le représentant belge des Républicains a eu un petit souci et vous le remplacez donc ici vraiment spontanément. Merci beaucoup pour ça. En ce qui vous concerne, vous pensez que l'Iran est en train actuellement, comme le dit Donald Trump, de développer l'arme nucléaire malgré cet accord qui le lui interdit? Bien sûr. Et ce n'est pas uniquement le président Trump qui le dit, mais il faut se souvenir bien de la présentation que le premier ministre Netanyahu a fait israélien, il n'y a pas longtemps. Oui. Et donc, ça veut dire quoi? Le fondamental presumption de faire cette négociation, c'est que le régime islamique radical d'Iran a promis qu'il ne fait pas les armes nucléaires. Et voilà, c'est quoi la réalité? C'est autrement que ça.
C'est ça, donc vous dites on se fait berner et donc il faut sortir de cet accord. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je vous attaque tout de suite là-dessus. S'il n'y a plus d'accord, on va faire quoi? Monsieur Bolton, qui est le nouveau conseiller en matière de sécurité auprès de Donald Trump, a dit il y a quelques années que la solution c'était de bombarder l'Iran pour empêcher la bombe. C'est ça que vous préconisez? Parce que s'il n'y a plus d'accord, il va falloir quand même quelque part empêcher les Iraniens d'avoir une bombe atomique, en tout cas en ce qui nous concerne. Avec tout respect, c'est pas du tout ce que le conseiller Bolton a dit. C'est quoi la tactique alors? C'est quoi la tactique? La tactique, c'est de renégocier. C'est de renégocier et lier tous les autres aspects que ce régime diabolique est en train de faire. Le développement de missiles interbalistiques. C'est ça. Alors j'explique en un mot. Oui. C'est vrai que les missiles balistiques, ce sont des missiles à longue portée qui peuvent par exemple atteindre Israël, ne sont pas concernés par l'accord. Ce ne sont pas des missiles nucléaires, mais ça peut faire pas mal de dégâts et l'Iran continue à la développer. Il peut d'ailleurs le faire selon l'accord. Rien ne lui interdit pour l'instant. C'est ça votre problème, j'imagine. Oui. Et aussi, deuxièmement, ce régime n'arrête pas. En fait, ça plus en plus le soutien des terroristes, Hamas, Hezbollah. Il agrandit leur influence dans la région. En Syrie notamment, où on sait que les En Iraniens Syrie sont très et en Yémen actifs. aussi. Au Yémen, oui. Et jusqu'aux frontières d'Israël. Donc aussi. il faut renégocier l'accord en augmentant les sanctions américaines pour l'instant, puisque ça fait partie du raisonnement de M. Trump. On va à nouveau sanctionner l'Iran, on va empêcher le commerce avec l'Iran pour justement faire pression sur ce pays-là. Oui. C'est ça que vous voulez faire. Oui, exact. La pression économique. Pour les régimes tyranniques, si on serre les boucles, c'est les ont faibles. C'est ça, si elle les affaiblit, si effectivement ils ont moins d'argent. Merci en tout cas, et vous avez un français parfait. Hein. Vous aviez quelques doutes, mais là, il n'y a Merci aucun souci. beaucoup. Je crois que vous avez été tout à fait compréhensible. Je passe la parole à l'autre côté de la table dans un instant, mais encore un mot, Madame Safaï. Vous nous dites aussi que c'est vrai que le fait qu'on a levé les sanctions économiques à cause ou grâce à cet accord a fait en sorte qu'il y a plus d'argent en Iran, mais vous dites également que cet argent-là ne sert pas à la population, mais il sert au régime pour notamment faire la guerre en Syrie. Exactement. On a débloqué l'argent qu'ils avaient. En plus, on a des flux commerciaux, mais cet argent ne va pas chez les gens. Et on voit que même après l'accord nucléaire, il devient de plus en plus pauvre et l'argent va vers la guerre en Syrie. Et c'est ça qui est exactement dangereux parce que en fait, indirectement, on investit dans la guerre qui est vraiment détruisante pour le Moyen-Orient et aussi pour nous en Europe. Et au soutien peut-être le terrorisme, mais on a vu effectivement, enfin c'est ce que vous dites, hein, moi je vais passer la parole à l'autre côté de la table comme je le disais, et on a vu hier qu'il y avait un attentat à Paris avec encore un mort à la clé et 4 blessés. On y sera peut-être d'ailleurs en direct dans quelques instants si les moyens nous le permettent. Madame Defrenne, votre réaction à ça, quand on entend ce côté-ci de la table, je reconnais qu'ils ont des arguments en disant, voilà, l'Iran ne se tient pas du tout à l'accord, donc autrement dit, renforçons les sanctions financières pour les forcer à plier. Mais quelques remarques. Moi, je constate que l'État gendarme du monde libre, entre guillemets, les États-Unis, sont en train de se transformer en État, on a déjà entendu l'expression, un peu voyou, dans la mesure où dénoncer, les Américains, État voyou. Dénoncer unilatéralement un accord multilatéral, c'est extrêmement dangereux. Et on a vu que les États-Unis avaient eu la même pratique avec l'accord sur le climat. Et je trouve toujours très dangereux au regard du droit international, c'est en cela que je dis qu'on ne respecte pas les règles, de dénoncer soit seul des accords qui impliquent plusieurs parties. Alors, sur cet le fond, accord, et puis vous répondrez bien sûr sur l'État voyou, mais, M. O'Neill. Oui, je dis entre guillemets parce que je trouve que l'attitude de Trump est extrêmement dangereuse. Alors sur le fond de l'accord, personne n'a jamais Quand on vous dit dit que qu'il c'était un développe l'arme accord nucléaire, c'est qu'il se sert de l'argent pour le écoutez, terrorisme et pour les... C'est mieux de mettre la tête dans le sable et Non, ignorer mais en cette attendant, si vous Je vous m'autorisez en sur prie. le fond, personne n'a jamais dit que c'était un accord suprêmement parfait, mais c'est mieux ça que pas d'accord du tout. Parce qu'on évite l'escalade nucléaire, on évite que l'Iran se dote de l'arme nucléaire, ce qui est quand même important par rapport n'est à un pas ce que acteur. pensent, les Mais non, il y a eu 10 contrôles de l'agence D'accord. Pour vous, c'est internationale, clair. il y a eu des rapports. Pour vous, il n'y a pas de bombe développée pour l'instant. Il n'y a pas de rapport. Et tout le monde, dans tous les rapports, ont indiqué que l'Iran avait respecté l'accord sur le
nucléaire. Je crois que c'est quand même important. Et de dire que c'est de 2000 jusqu'à 2025, c'est plus subtil que ça, puisqu'il y a des effets qui peuvent courir jusqu'à 2040. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Et c'est surtout ça qui est important. L'attitude de Trump, c'est que c'est dégoupiller la grenade, parce que ça va déstabiliser la région. Et on a quand même on attache de l'importance à avoir un acteur de la région qui est l'Iran, qui est stable. Et ça va ouvrir la voie vers une radicalité, vers un radicalisme. Et si on empêche toute discussion, toute négociation, et qu'en même temps renouer avec les sanctions et avec les conséquences économiques qui peuvent être extrêmement dramatiques et désastreuses, eh bien, c'est une aventure dans laquelle les États-Unis entraînent le monde entier avec une escalade vers la guerre également. Alors pour simplifier, pour que tout le monde comprenne bien, à l'époque de l'administration Obama, les États-Unis se considéraient un peu comme l'arbitre. Donc étaient au milieu des deux camps, et vous aviez par exemple le camp israélien d'un côté, le camp iranien de l'autre, et même si les Américains sont des alliés privilégiés d'Israël, la tendance était quand même de servir un peu d'arbitre. Hein, peut-être de maître du monde, mais disons une position d'arbitre. Là, Trump, il change complètement de position. Il dit, moi, je choisis mon camp. American first, d'abord les intérêts américains. Le reste, c'est pas mon problème. Et mon intérêt à moi, c'est mon allié principal, Israël, c'est mon autre allié, l'Arabie Saoudite, et en face, c'est leurs ennemis, et moi, je suis avec mes alliés contre les autres. Et les autres, eh bien, je veux les mettre à genoux. Alors, je les mets à genoux de plusieurs manières. Je les mets à genoux en coupant les cordons de la bourse, je les mets à genoux en les menaçant militairement, je les mets à genoux de mille façons, et donc, on n'est même pas dans une guerre froide, là, on est dans une paix chaude. Hein, très chaud. Alors non, le problème pour nous Européens... C'est la marche vers la guerre. Je termine juste une seconde. Le problème pour nous Européens, c'est que nous, on avait commencé à renouer des relations économiques avec l'Iran. Rien que pour la Belgique, ça représente 600 millions d'euros. Et il y avait d'autres perspectives derrière. Or, les Américains, parce que comme le commerce international se fait en dollars, les Américains considèrent qu'ils ont un droit de regard sur le commerce international, ils nous disent clairement, vous avez 3 mois pour fermer la boutique, vous sortez et vous faites plus d'affaires avec l'Iran. Donc, ils nous imposent nos relations économiques avec l'Iran. Pour faire plaisir, tout ça pour faire plaisir à leurs copains saoudis, vous l'avez dit. Et ils mettent en péril toutes nos entreprises européennes. On en reprend dans un instant, madame. Mais oui, mais c'est dramatique. Parce que ça, je veux dire exactement. On nourrit les Trump et les American First. On doit aussi dire les Européens au premier, mais on doit regarder quel est notre avantage. Et l'argent qu'on a là, autant qu'on donne au flux migratoire, on ne regarde pas ça. La guerre qui est occupée là, on paye autant pour on favorise cette guerre-là. Et terrorisme et tout, islamisme exporté. On va voir Paris dans un instant d'ailleurs pour parler de cet attentat en direct. Monsieur O'Neill, vous avez été effectivement, vous voyez que du côté européen, vais-je dire, Madame de Fred et Christophe, vous n'êtes pas très heureux. On parle d'État voyou, vous voulez vraiment faire votre loi, c'est vous qui décidez tout seul. Ce n'est plus America First, dit-on, c'est America alone, America toute seule. Vous répondez quoi? Well, si vous avez écouté le discours du président Trump, il insiste et il emphasise qu'il va travailler avec nos alliés, France, Angleterre, Allemagne, et on va avoir un accord, c'est ça, pour renégocier l'accord, ça que vous espérez, avec la menace de sanctions, évidemment, avec la menace de sanctions. C'est pas unilatéral. Il va réimposer des sanctions. Et puis M. de Prémis qui n'a pas encore parlé. Voilà. Sorry. Ok, d'accord, mais donc, s'il vous plaît, vous terminez, et puis M. de Prémis, s'il vous plaît. La deuxième chose, c'est que, est-ce que l'Iran est compliant avec l'accord actuel? Mais bien sûr. Mais c'est trop facile. Il n'y a pas des enquêtes, pas de droit d'inspecter les bases nucléaires. Donc vous dites qu'ils sont contents de l'accord parce qu'on n'enquête pas vraiment, c'est ça que vous dites. Oui, ce n'est pas ce que dit Mme Defrenne qui dit qu'on enquête. Ouais. D'accord, Mme Defrenne dit que les inspections, il y en a et n'ont rien donné. Monsieur de Prémis, où va-t-on? Alors on l'a dit, on va aller à Paris d'ailleurs dans un instant. Les conséquences militaires, je le disais, le journal de Standard qui nous dit peut-être une 3e guerre mondiale. Alors là, on y va fort. Hein. C'est pas la première fois qu'on voit ça ces dernières années. Hein, et il n'y en a toujours pas, grâce à Dieu. Mais vous pensez qu'effectivement, on peut aller vers l'escalade? Et on parlera du terrorisme dans un instant. Mais je trouve que l'analyse qui a été faite il y a un instant est vraiment pertinente parce qu'il y a vraiment 2 axes dans la région. Un axe voulu par Washington qui est de renforcer Tel Aviv, Riyad, et puis de l'autre côté d'affaiblir dans ce nouvel ordre dans la région, d'affaiblir Téhéran et de voir de quelle manière on va pouvoir rééquilibrer la région. Par contre, je voudrais quand même revenir sur un point qui est fondamental, c'est qu'il y a la politique nationale américaine et la politique étrangère de Donald Trump. Et la volonté dans ce deal iranien a été quand même une décision de politique purement intérieure pour le président américain de renforcer un certain électorat, notamment
notamment les évangélistes, qui ont des positions assez proches de tout ce qui touche à Israël, mais aussi Israël qui a très peur de ces missiles iraniens, bien sûr, même les tout à missiles fait. balistiques. Raison, hein. Tout à fait. Donc il y a une question de politique Mais pas sans intérieure raison. qui est dans tout ce continuum avec la décision de politique étrangère de Donald Trump. Il ne faut pas l'oublier. Puis-je Alors, juste ajouter pour des instants, Israël? je vous cède la parole juste après, mais nous allons d'abord aller à Paris, car Nathanaël Pauline nous attend. Nathanaël, attentat, je le disais hier soir à Paris, un jeune Tchétchène, semble-t-il, a poignardé plusieurs personnes. Il y a un mort. Il a été lui-même éliminé par la police. En sait-on plus sur les motivations de cette personne? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un lien avec ce qui se passe au niveau de l'accord nucléaire avec l'Iran, ou alors là, c'est complètement farfelu? Eh bien, Christophe, on commence à en savoir un petit peu plus sur l'auteur de cette attaque. Il s'agit d'un Tchétchène d'une vingtaine d'années. Il était fiché S et on en saura plus, bien évidemment, dans le courant de la journée. Alors, ce matin, eh bien, Paris se réveille une nouvelle fois sous le choc après cette nouvelle attaque terroriste qui s'est produite ici dans le 2e arrondissement, dans un quartier très fréquenté avec beaucoup de bars, beaucoup de restaurants, des théâtres aussi. L'auteur a attaqué vraiment au hasard des passants qui passaient par là. Le bilan, vous l'avez dit, il est d'un mort, un jeune homme de 29 ans qui était au mauvais endroit, au mauvais moment, qui a été tué. 4 personnes ont également été blessées lors de cette attaque. Alors ce matin, eh bien, le quartier commence tout doucement à reprendre vie. Le périmètre de sécurité a été levé. Le choc, l'émotion est évidemment immense ici dans ce quartier. Vous le voyez, il y a des passants qui sont là en silence et seuls eh bien, les caméras des journalistes rappellent ce qui s'est passé hier soir parce que malheureusement, eh bien, Paris commence à avoir l'habitude de ce genre de dramatique événement. Avec cette question que l'on se pose, difficile de savoir pourquoi un jeune homme de 20 ans à peine a agi de la sorte. Merci beaucoup Nathanaël et on vous retrouve bien sûr dans l'RTL Info 13h. Monsieur de Prémis, alors bien sûr, on le disait ici autour de la table, il est très peu probable que ce soit immédiatement à cause de cette sortie américaine de l'accord que l'attentat a eu lieu, mais est-ce qu'on peut imaginer, comme le dit Mme Safai, comme le dit M. O'Neill, que le terrorisme s'envoie quand même boosté? Non, plutôt de manière localisée dans la région, de voir comment les tensions, comment est-ce que les tensions pourraient avoir lieu entre Tel Aviv et Téhéran. Et surtout, je rappelle quand même que demain, c'est le 70e anniversaire de l'indépendance d'Israël. Et il va y avoir de manière symbolique le passage de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Ça pourrait peut-être augmenter ou provoquer un certain nombre de tensions accrues dans la région. Oui, plus que la sortie ici des Américains. Enfin, tout ça, finalement, c'est un faisceau de raisons pour des terroristes qui en cherchent peut-être. Voilà, on ne va pas leur en donner plus. Parlons aussi, on l'a déjà évoqué, ici avec vous, Monsieur Goossens, Kian Goossens, vous avez donc une société qui aide les firmes belges à investir en Iran. L'économie, c'est votre première préoccupation. C'est quoi les conséquences de la sortie américaine? C'est tout d'abord, on l'a vu déjà hier, l'augmentation du prix du pétrole. Ça, pour nous Belges, tout de suite, ça se voit. Tout à fait. L'augmentation du prix du pétrole est une conséquence effectivement d'un regain de tension dans la région qui est dû donc au retrait de Donald Trump de l'accord. Mais aussi peut-être à l'anniversaire, au 70e anniversaire d'Israël. Enfin bon, tout ça, c'est surtout, vous dites, c'est surtout lien direct OK, d'accord. Donc pour vous, c'est surtout l'histoire américaine par rapport à l'accord. On va sentir tous dans notre portefeuille. Ce qu'on a pu voir en tout cas, c'est qu'au niveau des entreprises belges, il y a eu quand même un progrès après l'accord. On a plus ou moins multiplié par 3 le montant des exportations, à hauteur de 600 millions d'euros maintenant vers l'Iran. Donc c'était en deçà des attentes, tant d'attentes iraniennes que des attentes belges. Mais c'était un progrès. Alors que va-t-il se passer maintenant? Que va-t-il se passer maintenant parce par que rapport aux entreprises? Les Américains, on l'a dit, menacent de sanctions les entreprises belges qui continueraient à investir en Iran. Qui va en profiter? Alors, ce qu'on peut voir ici par rapport aux entreprises belges et européennes, c'est qu'on peut faire 3 catégories, si vous voulez. La première catégorie, ce serait d'abord la catégorie des grandes multinationales, des grands champions qu'on connaît tous, Airbus, Siemens, Total, Peugeot. Ils doivent se retirer parce qu'ils ont trop d'intérêt aux États-Unis. Eux, ils sont tellement importants qu'ils peuvent négocier un accord individualisé. Parce qu'ils vont demander, via les diplomates européens et par eux-mêmes, qu'on défende leur cas individuel. Donc ils pourraient peut-être s'en sortir, ils pourraient s'en sortir éventuellement sur base individuelle dans le cas de tractation bilatérale entre les États-Unis et l'Europe. Mais les petites entreprises, c'est ça qui est vraiment intéressant, notamment wallonnes, pourraient en profiter, dites-vous. Pourquoi? Exactement. Les petites entreprises wallonnes, elles, dans ce qu'on peut voir dans celles que je rencontre habituellement, c'est que la plupart ne sont pas du tout
liées aux États-Unis. Elles n'ont pas d'intérêt aux États-Unis, elles n'exportent pas. Les États-Unis, c'est un marché qui pourrait finalement saturé. profiter du fait que certaines grosses entreprises vont devoir quitter l'Iran à cause justement de ces sanctions américaines pour s'engouffrer dans la brèche. Bref, vous nous dites c'est peut-être bon pour la Wallonie et Bruxelles, bien sûr. Il pourrait y avoir en tout cas une place pour les entreprises qui ne sont pas liées aux États-Unis de pouvoir donc continuer à commercer avec l'Iran là où d'autres ne peuvent plus. C'est une chose. Donc vous dites presque merci à M. Trump. Non, quand même pas. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais il y a deux choses. Et c'est important de rappeler que le président français de l'économie a avancé des pistes disant que les Européens devaient prendre en main leur destin. Et notamment, il y a deux pistes qu'il a proposées. La première, c'est un statut spécial pour protéger les entreprises européennes. C'est une chose. Et la deuxième, et plus intéressante encore, c'est mettre en place des outils financiers européens qui ne sont pas liés aux outils financiers américains pour soutenir qui permettraient aux entreprises européennes et iraniennes de commercer. Et c'est ce qu'on attend depuis le début, parce que c'est ce qui manquait même pendant l'accord. Deux choses. La rupture de l'accord est une très mauvaise nouvelle en raison de l'escalade que ça va provoquer. Néanmoins, à mauvaise nouvelle, il y a peut-être des opportunités dans la mesure où les Européens doivent se doter des instruments juridiques pour pouvoir continuer à commercer dans de bonnes conditions, mais avec les risques. Rappelons-nous, BNP, par exemple, avait écopé d'une amende de 9 milliards de dollars en 2015. Donc, il y a des risques. Oui. Et en même temps, c'est l'occasion pour les Européens d'avoir une diplomatie forte, d'essayer de pérenniser cet accord avec les membres signataires autres que les États-Unis pour pouvoir le maintenir et de redonner, d'avoir l'occasion, et ça on verra les Européens à l'épreuve, d'avoir l'occasion de jouer un rôle moteur dans la région et de montrer qu'ils sont des interlocuteurs fiables. Très bien. Nonobstant les conséquences politiques désastreuses. S'il vous plaît. Premièrement, le prix de pétrole n'a rien à voir avec la crise qu'on a maintenant parce que l'Iran, finalement, donc 4% de pétrole de tout le... Mais la tension dans la région peut faire monter le prix. Mais ces 4%, ça peut facilement et rapidement être remplacé par exemple, Arabie Saoudite, comme c'était avant. Mais aussi, c'est important de savoir le terror qu'on a vécu ici en Europe. L'origine, ça se trouve là, en Iran, vous dites République islamique, qui l'exporte. Ça, même chez nous, ici en Belgique, le parti islam est soutenu par... Mais ça, c'est soutenu... Le parti islam est soutenu par l'Iran, mais le parti islam n'est pas un parti terroriste que je sais. Non, pas terrorisme, non, mais islamisme. C'est l'Arabie Saoudite qui exporte le parti islam, c'est pas l'Iran. Mais aussi, c'est important. C'est l'Arabie Saoudite. Vous terminez. Au Téhéran, il y a un chronomètre qui compte le jour de vie d'Israël. Vraiment 25 ans jusqu'à fin, et maintenant c'est à 23 ans. Oui. Que va-t-il se passer maintenant, M. O'Neill? Qu'est-ce qui va se passer? Donc vous allez essayer de renégocier, vous dites, sous la menace donc, de ces sanctions Première chose, c'est de renégociation d'une position... Ils vont accepter d'une position plus dure, donc de plus de contrôle. Vous voulez plus de contrôle du programme nucléaire iranien, je suppose, des choses comme ça. Oui, nous n'avons pas de choix. Oui. Donc vous voulez plus de conditions et vous pensez que l'Iran va accepter plus de conditions alors que ça a déjà été si difficile de mettre cet accord-ci en place? Vous pensez qu'ils vont accepter sur la menace? Vous espérez? L'accord actuel, ça garantit l'Iran d'avoir une bombe nucléaire dans quelques années, comme le président Trump a dit. Ce n'est pas l'avis évidemment de Mme Defraigne et des autres. En anglais, on dit « the right thing to do ». is not always the easy thing to do. Donc la chose la plus intéressante n'est pas toujours la chose la plus facile. Vous dites voilà. Oui, c'est pas facile. Maintenant voilà. Ok. Écoutez, voilà. Mais écoutez, on verra comment ça va se passer. Juste votre une dernier mot. clarification, parce qu'on a fait intervenir Nathanaël sur l'attentat de Paris, etc. Alors je rappelle que Daesh, donc l'État islamique, ce sont des musulmans sunnites. Alors que l'Iran, ce sont des musulmans chiites. Ils sont même plutôt en guerre les uns contre les autres. Donc il ne faut pas imputer à l'Iran le terrorisme actuel de Daesh. Il y a d'autres actions menées par l'Iran. Ils sont notamment, c'est eux notamment qui financent le Hezbollah en Israël. Ça mais ne mélangeons, bien sûr. Mais ne mélangeons pas les deux camps parce que c'est suffisamment compliqué. Le terrorisme il vient d'Arabie Saoudite et ce sont des sunnites et pas des chiites. Et vous parlez d'Arabie Saoudite. On va arrêter là parce qu'on se lance des tas de noms à la tête. Merci en tout cas. En tout cas, je pense que ce débat a très fort éclairé les choses. On y reviendra bien sûr, ça n'est pas du tout fini. Bon retour à chacune et à chacun aux quatre coins du pays.